Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une stratégie de gouvernance assez particulière, l'intégration synergique. C'est un concept tiré de nos documents de référence qui cherche à expliquer comment on peut unifier les différentes forces d'un État pour atteindre un but commun. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. La question de départ, elle est fondamentale. Comment est-ce qu'on fait pour unifier toutes les forces d'une société ? Autrement dit, comment une formation politique ou un gouvernement peut réussir à rassembler des groupes sociaux et des acteurs économiques qui, oui, sont très dynamiques, mais qui agissent souvent chacun dans leur coin. Comment on transforme toute cette énergie un peu dispersée en une seule et même force unifiée ? Eh bien, la réponse que propose notre source, c'est justement cette fameuse intégration synergique. En gros, c'est une méthode pour prendre en main les dynamiques sociales et économiques et les faire converger, les faire aller dans la même direction. Et l'objectif final, lui, est très clair, utiliser leur puissance combinée dans l'arène politique, et tout particulièrement au moment des élections. Voyons un peu comment ça se met en place. Alors tout ça ne s'improvise pas, bien sûr. La toute première étape, c'est la préparation. Et comme souvent, tout commence par une planification hyper méticuleuse. Avant même de bouger le petit doigt sur le terrain, il faut poser des bases vraiment solides. Et ça passe par plusieurs actions clés. Cette phase de préparation, elle se décompose en 3 temps. D'abord, il faut préparer le message, le discours qui va être porté. Ensuite, et c'est super important, il faut planifier toute la logistique, comment les équipes vont se déplacer sur le territoire. Et enfin, il faut sécuriser les ressources, que ce soit le matériel ou l'argent nécessaire pour que la mission se déroule sans accroc. La nature de ce message est particulièrement intéressante. L'idée, ce n'est pas du tout d'imposer quelque chose, mais plutôt de convaincre. Le discours doit vraiment insister sur l'utilité, sur les avantages très concrets qu'il y a à créer d'une alliance entre, d'un côté, les entreprises et de l'autre, les associations. On leur fait miroiter en quelque sorte une place plus importante dans la société s'ils collaborent. Bon, pour faire passer ce message, il faut bien sûr des moyens, et la logistique, elle est pensée dans les moindres détails. On parle de véhicules pour se déplacer, de haut-parleurs pour diffuser le message, de caméras pour tout documenter, et même de simples fournitures de bureaux. Mais il y a un point crucial ici, des primes de mission financières sont prévues. C'est pour garantir que les équipes sur le terrain soient autonomes et totalement efficaces. Ok, donc la préparation est terminée. Maintenant, place à l'action. On entre dans la deuxième grande étape, la campagne. C'est vraiment le moment où toute la stratégie devient visible, où elle se déploie sur le terrain aux yeux de tous. Et pour illustrer ça, il y a cette citation qui dit tout. Si le cheval est prêt, il faut aller à la bataille. Ça veut tout dire, non ? La planification c'est fait, les ressources sont là, il n'y a plus aucune raison d'hésiter. C'est le coup d'envoi. Et cette campagne, attention, elle est tout sauf improvisée, elle est hyper structurée. Ça commence par une cérémonie de lancement un peu symbolique, souvent avec des officiels. C'est à ce moment-là que les équipes reçoivent leurs fameuses ordres de mission. Après ça, hop, elles partent sur le terrain, et à la toute fin, chaque équipe doit rédiger un rapport super détaillé de tout ce qu'elle a fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces ordres de mission sont de vrais documents officiels. Ce n'est pas juste une tape dans le dos. Dedans, tout est précisé. Les mesures de soutien pour les équipes, mais aussi un calendrier très strict à respecter. Le suivi est constant dès le début pour être sûr que tout se déroule exactement comme prévu. On arrive maintenant à la 3e étape, et c'est peut-être la plus décisive, la création du système. Parce que c'est bien beau de sensibiliser, mais après, il faut concrétiser. L'objectif ici, c'est de transformer cette adhésion obtenue sur le terrain en une vraie structure, quelque chose de formel et qui va durer. Pour rappel, cette stratégie vise 2 types de groupes bien distincts. D'un côté, on a les groupements associatifs, ça, ce sont les forces sociales, et de l'autre, les opérateurs économiques, les forces du marché. L'idée à ce stade, c'est vraiment de les organiser, de leur donner un cadre officiel. Alors, pour le côté social, on crée ce qu'on appelle le SIPAN, le Système intégré de promotion des associations nationales. En clair, c'est une nouvelle organisation qui va regrouper, structurer et représenter toutes les associations qui ont rejoint le projet, à l'échelle nationale. Et vous l'aurez deviné, on fait exactement la même chose du côté économique. On crée le SIPEN, le Système intégré de promotion des entreprises nationales. C'est la structure miroir du SIPAN, mais cette fois pour les entreprises et les acteurs économiques qui sont montés à bord. Et c'est là que tout prend son sens. L'étape finale de cette phase, c'est la fusion du SIPAN et du SIPEN. On ne parle plus de 2 entités séparées, mais d'un seul et grand réseau socio-économique national. C'est la concrétisation ultime de l'intégration synergique. On a unifié les forces sociales et économiques dans une seule et même structure, devenue très puissante. Mais alors, à quoi ça sert tout ça ? Pourquoi mettre en place un processus aussi complexe ? La dernière partie de notre analyse va nous révéler le véritable objectif politique derrière toute cette manœuvre. Oui, on peut vraiment se poser la question, pourquoi un tel effort pour bâtir ce réseau ? Pourquoi ne pas simplement aller voir ces groupes au moment des élections, comme tout le monde ? La réponse en fait se trouve dans une stratégie à bien plus long terme. En fait, il y a 2 grands objectifs qui se cachent derrière. Le premier, c'est d'avoir une meilleure vision, une plus grande lisibilité pour gérer l'État.
Mais surtout, et c'est vraiment le cœur du réacteur, l'objectif, c'est de s'assurer le ralliement de tous ces groupes pour, à terme, gagner des élections. Et c'est ça, le moment clé de toute l'opération. Une fois que ce gigantesque réseau socio-économique est en place et que son soutien est solide, eh bien, la formation politique peut enfin mettre carte sur table et annoncer ses ambitions politiques profondes. Le soutien de cette base ultra structurée lui donne la légitimité et la force de frappe nécessaires pour lancer des réformes majeures. Et on va terminer là-dessus avec une question qui reste ouverte. Une stratégie comme celle-ci, qui unifie et structure aussi profondément les forces d'un pays, est-ce que c'est un outil pour renforcer la participation citoyenne et donc la démocratie, ou est-ce que ça représente plutôt un moyen de bétonner un contrôle politique sur toute la société civile et économique? La réponse, finalement, dépend sans doute de la manière dont tout cela est mis en pratique. Merci d'avoir suivi cette analyse.